Pourtant, 1 million d'emplois en 5 ans, c'est juste ramener le taux de chômage de 11 à 9% par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? 1 million d'emplois en 5 ans, c'est possible à condition d'avoir une ambition commune. Redonner de l'air aux entreprises en réduisant le coût du travail, les cotisations patronales étant 2 fois plus importantes en France que dans le reste de l'Europe. Et en diminuant les impôts car les prélèvements qui pèsent sur les coûts de production en France sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays. Pour que les entreprises puissent reconstituer leurs marges, investir à nouveau et redevenir compétitives à l'international. Au total, les entreprises françaises supportent 116 milliards d'euros de charges de plus qu'en Allemagne. Lever les obstacles qui empêchent la création d'emplois, en simplifiant 85 codes qui rendent illisible notre législation et 400 000 textes réglementaires qui coûtent 60 milliards d'euros par an à notre économie, en gommant les effets de seuil pour les entreprises de 10 et de 50 salariés, en laissant les commerces qui le souhaitent ouvrir le dimanche et le soir, en travaillant plus et mieux. Bâtir ensemble une nouvelle ambition qui mobilise largement, en se fixant un cap commun à l'horizon 2020 autour des filières d'avenir et des marchés en forte croissance, en créant les conditions qui permettront de relancer les secteurs très employeurs, en dynamisant l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat, en développant l'apprentissage et en valorisant les formations en alternance, en améliorant l'orientation de nos jeunes et en formant mieux nos salariés pour répondre aux besoins en compétences des entreprises. Agir en cohérence dans la durée pour tous les acteurs, gouvernement, députés, partenaires sociaux, élus, administration, Europe, en poursuivant la baisse des charges pour rattraper nos voisins européens, en accompagnant et en soutenant le développement de nos entreprises sur le long terme, en stabilisant les dépenses publiques, en changeant d'état d'esprit pour lever les contraintes, les sanctions, les contrôles et rétablir enfin la confiance entre les entreprises et les pouvoirs publics. Alors, on se bouge enfin ? Débattez, proposez et agissez. Voilà, on va débattre, on va proposer et on va agir certainement. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, ce projet 1 million d'emplois, lorsque vous l'avez lancé, ça a créé quand même pas mal d'interrogations, voire un peu de critiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez parlé trop tôt, trop tard ? Vous savez, je crois que, quoi qu'on dise, il y a toujours des gens pour critiquer, il y a toujours des gens pour être défaitistes. Nous, au MEDEF, on est d'abord là pour combattre, mais aussi pour proposer, et ça fait partie de cette stratégie. Alors, juste un mot pour dire ce que n'est pas ce projet. 1 million d'emplois, ce n'est pas la contrepartie du pacte. Voilà. C'est important de le dire. Le pacte ou le mini-pacte, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'il y a effectivement une part du pacte qui reste, mais une part qui a un peu disparu, c'est finalement la remise à zéro des compteurs par rapport à l'augmentation des prélèvements obligatoires qu'on a eu depuis 2010. Je dis bien d'ailleurs depuis 2010. C'est simple à calculer, 30 milliards d'euros en plus de charges pour les entreprises et 30 milliards d'euros en moins. Mais ça ne suffira pas à créer 1 million d'emplois et à ramener le taux de chômage, comme le film l'explique, à 9%. Et pourtant, c'est possible. Regardez ce qui a été annoncé il y a quelques jours. Les Anglais, qui ont fait des efforts énormes, notamment en réformant leur fonction publique, 550 000 fonctionnaires en Angleterre, postes de fonctionnaires qui ont été supprimés. Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, quand on supprime des postes de fonctionnaires, on fait baisser le chômage, puisque les Anglais ont annoncé qu'ils tombaient à 6,6%. Mais ça passe pas en France, ce type de message. Mais je crois que ça va passer. Je crois que les Français finissent par comprendre ce message et qu'il faut simplement accepter de prendre quelques coups et dire et répéter la vérité. Donc oui, il y a eu des critiques, mais on maintient le cap. On continue à penser que pour notre pays, pour nos enfants, c'est pas possible de rester avec 3,5 millions de chômeurs. Alors, vous maintenez le cap. Au départ, on s'est dit c'est une formule. Et puis, il y a eu une étude qui est tombée un peu à point nommé. C'est l'étude McKinsey qui a démontré, si j'ose dire, que les hypothèses que vous aviez formulées, elles étaient quand même très fondées. Tout à fait. Donc, le cabinet de conseil McKinsey a montré scientifiquement, en quelque sorte, que ce million d'emplois était possible. Qu'est-ce que dit McKinsey ? Il dit, au fond, il y a 2 types de barrières pour créer des emplois en France. Il y a des sujets transverses, je vais y revenir, et puis des sujets sectoriels.
Si on commence par les sujets transverses, il y a bien sûr le coût du travail. Ça a été dit dans le film, ça a été expliqué par les témoins très clairement. Et le coût du travail, c'est un sujet au niveau du SMIC, mais aussi au niveau des ingénieurs. Le patron d'AXA l'a démontré. Il y a un deuxième sujet qui est peut-être moins connu, qui est la mobilité de l'emploi. On a une caractéristique, c'est que, à la fois sur le plan géographique, sur le plan des métiers, on a un marché du travail qui n'est pas mobile. Le message n'est pas facile à faire passer, mais il faut dire aux gens qui commencent dans la vie professionnelle aujourd'hui, vous ne serez pas dans le même emploi à vie. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien. Et pas les forcément métiers dans la bougent. même ville non plus. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la géographie, mais je commence par le secteur. Soit votre métier va évoluer et vous devrez vous former et changer de métier, et changer de savoir-faire, donc c'est la formation tout au long de la vie, soit votre métier va disparaître, il faudra en apprendre un autre. Et ça, dans un pays qui a 5 millions de fonctionnaires, pour qui l'emploi à vie est le but ultime, c'est évidemment pas facile à faire passer. Et pourtant, c'est la réalité. Le monde change, les métiers changent, les technologies changent. Et puis sur le côté géographique, on est, je dis ça à Marseille, mais moi je suis un peu breton, on est un peuple de paysans et pas un peuple de marins. Et donc les gens, en France, bougent moins pour chercher du boulot. Alors, pour les États-Unis, évidemment, c'est le stade ultime. Mais on a, et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres du chômage, aujourd'hui il y a 11% de chômage en France, mais vous avez encore des bassins d'emploi qui sont à 5 ou 6%. Et à 30, 40, 50 kilomètres, il y a 12, 13, 14%. Donc, il faut faire sauter ça. Et puis, le dernier point, c'est le marché de l'emploi. On a un problème de fonctionnement du marché de l'emploi. On est très mal classé par l'OCDE. Alors, il y a Pôle emploi, dont la fusion a été très difficile, mais pas que. Et ça a marché, la fusion? Parce que ça n'a pas fait diminuer le nombre de chômeurs, la fusion entre la NPE et l'UNEDIC. Le directeur de Pôle emploi dans la salle est venu me voir avant, donc il devait se douter que j'allais dire du mal de Pôle emploi, qui annonce une grève pour le 19 juin, petite parenthèse. Non, on ne peut pas mettre le taux de chômage sur le dos de Pôle emploi, ça serait injuste. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de mettre en face l'offre et la demande, à la fois sur le plan des métiers et de la géographie, n'est pas optimale. Et il faut s'inspirer des exemples étrangers où le service public et privé de l'emploi fonctionne mieux. Alors, quand même, tous ces arguments, ces constats, je ne veux pas dire qu'ils sont particulièrement nouveaux, mais quelque part, on sait que le marché du travail, il faut le réformer, on sait qu'il faut de la mobilité, on l'a quand même jamais fait. Alors, pourquoi vous allez y arriver aujourd'hui plutôt qu'hier? Il y a une urgence ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait si effectivement ce marché du travail n'était pas réformé? Il y a une urgence. L'urgence, c'est le taux de chômage qui est en train de fragiliser terriblement ce pays, qui crée de l'insécurité, qui crée de la défiance. Donc l'urgence, elle est là. Et dans la pédagogie qu'on essaye de faire, je pense que les Français ont fini par comprendre que c'était les entreprises qui créaient les emplois et que ça n'allait plus être l'État. Qu'est-ce qui va faire qu'on va y arriver? J'ai notre force de caractère, notre mobilisation, la capacité qu'on a à dire que c'est possible. L'étude McKinsey nous aide, mais pas que. Effectivement, il faut qu'on soit pédagogique et convaincant. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience ou pas, d'une manière générale, de cette urgence de la situation? Qu'est-ce qui se passerait? On a des chiffres là qui apparaissent. Effectivement, sans réforme du marché du travail, il manquera à la France plus de 2 millions de personnes qualifiées et il y a plus de 2,5 millions de gens qui, de toute façon, seront sur le quai. Alors, ça, c'est un point très important. Dans les inefficacités du marché de l'emploi, il y a celui de la formation et de l'éducation nationale. À la fois parce que l'orientation n'est pas la bonne, mais aussi, et je pense que ça a été vraiment démontré par les PME qui sont là, parce que le futur, c'est pas seulement des emplois bas de gamme, entre guillemets, c'est aussi de la montée en gamme et montée en compétences. Et là, on a un problème de formation, c'est-à-dire que quand on se projette en 2018-2020, il va nous manquer, c'est ce que dit le slide, 2,2 millions de personnes qualifiées, donc des techniciens, des ingénieurs, des cadres, et on aura en trop, en quelque sorte, des gens non qualifiés qui ne trouveront pas d'emploi parce qu'il n'y aura pas les emplois en face. Donc il y a un vrai travail à faire vers l'éducation nationale, vers les organismes de formation, vers les fameux psychologues de l'éducation nationale qui orientent les jeunes, et pour moi qui les désorientent, si je puis me permettre cette petite pique, parce qu'effectivement, ils n'ont aucun contact avec l'entreprise. Et il y a un chiffre dans l'étude, alors si vous avez l'occasion de la lire, lisez-la, elle est très intéressante. Quand on demande aux chefs d'entreprise, est-ce que vous pensez que l'éducation nationale est bien consciente des besoins des entreprises, ils répondent à 75% non. Mais quand vous demandez à l'éducation nationale ou aux organismes de formation, est-ce que vous pensez être conscient des besoins des entreprises, ils répondent à 75% oui. Donc on a quand même un vrai problème de ce niveau-là.
Donc, on réforme le marché du travail, on réforme l'éducation nationale. Ce million d'emplois, imaginons, faisons l'hypothèse effectivement que toutes les conditions que vous venez d'énoncer soient remplies. On y arrive quand ? Alors, l'étude McKinsey a fait un scénario de base. Hein, c'est le scénario qui, finalement, dit on ne fait rien. Alors, on intègre le pacte, hein, c'est-à-dire le CICE, la baisse des cotisations familiales. On intègre les chiffres de croissance. Alors, pas ceux du gouvernement, parce que nous, on n'y croit pas trop, mais ceux des organismes internationaux. Et on arrive, en 2018, à créer, malgré tout, 89 000 emplois. Simplement, ça veut dire que le chômage continue à augmenter. Pourquoi ? Parce que la population active continue à augmenter plus vite. Hein. On est un pays de forte natalité. Et donc, on détruit de l'emploi. Enfin, on détruit de l'emploi. Non, on crée de l'emploi, mais on fait monter le chômage à 12, 13%. Enfin, on continue dans ce marasme. Puis le scénario alternatif, c'est on lève les verrous transverses, et puis, je ne vais pas les détailler là, mais plein de verrous sectoriels. Il y a un très bon exemple qui était dans le film là, de présentation. Moi qui ai ouvert un magasin, un plan de campagne en 97, je connais bien le sujet. Le travail le dimanche. Mais il y en a plein d'autres par secteur, les permis de construire, etc., etc. Et avec ça, on crée 600 000 emplois supplémentaires, 650 000 exactement. Et donc on passe ce million d'emplois et on a un taux de chômage qui baisse en dessous de 9%. Et ça n'est pas un chiffre magique que le MEDEF aurait sorti de son chapeau. C'est la réalité, parce que dans l'étude McKinsey, c'est très bien détaillé, secteur par secteur. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben voilà, dans la construction, ça sera tant, dans les services, ça sera tant, les services à la personne, dans le commerce, ça sera tant, dans l'industrie, etc., etc. Et on passe le message, qui est aussi un message pédagogique important pour les Français, c'est que pour créer de l'emploi, il faut en détruire. Il faut accepter qu'il y a des secteurs qui détruisent l'emploi, des entreprises qui ferment, et puis d'autres qui se développent. Et c'est ça l'économie, ça bouge, ça vit, c'est de la destruction-création, comme dirait Schumpeter. Alors, sur ces questions d'emploi, c'est vrai qu'il y a un paradoxe qu'on rencontre, que les entreprises qui sont là rencontrent sans arrêt, c'est qu'on nous dit qu'il y a 3,5 millions de chômeurs en France, et puis on sait qu'il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. C'est-à-dire des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver, effectivement, il y a un moment où on va pouvoir changer l'équation, là ? Alors, il y a effectivement plusieurs chiffres qui circulent. On dit 400 000 emplois non pourvus. On a une étude au MEDEF qui s'appelle TEC, Tendance Emploi Compétences, et qui demande aux gens, est-ce que vous avez, oui ou non, eu des difficultés d'emploi ? On sait que c'est des métiers, dans certains secteurs, il y a un problème d'orientation à l'éducation nationale, un problème culturel, les parents jouent un rôle là-dedans, mais il y a aussi un problème de connaissance du marché du travail, et c'est pour ça qu'on a choisi de parrainer Beau Travail. Alors Beau Travail, qu'est-ce que c'est ? Normalement, il y a un slide qui doit arriver. Voilà. La technique ne suit pas, on va trop vite, on va trop vite. Voilà, Beau Travail. Et donc, Beau Travail, vous avez peut-être vu sur vos écrans de télévision, donc des spots qui expliquent, on va en voir un métier, un emploi. Ben, on va voir le spot. On va voir, et puis en plus, vous allez voir, ça a été tourné ici dans la région, en collaboration évidemment avec le MEDEF et l'IPE13. On regarde. Maxime a 33 ans, il aime le foot, le footing et son métier. Maxime est chef de chantier travaux publics. Je m'occupe de l'organisation du chantier, qui fait quoi et à quelle cadence, et je m'occupe du personnel et des dépenses. Il faut être organisé pour tenir ses délais, être aussi un bon gestionnaire et avoir des qualités humaines pour mener une équipe. Les gens pensent que je suis essentiellement dans mon bureau à faire le gendarme de loin. Il y en a un qui fait rien là. Attends, toi, tu vas voir. En réalité, je suis en permanence sur le terrain, jusqu'à même donner des coups de main. Maxime maîtrise donc tous les postes, gère aussi les plannings de ses ouvriers et rend des comptes régulièrement sur l'avancée du travail. Un chantier ressemble jamais à un autre. On apprend tous les jours. Et dans ce métier, on peut évoluer, c'est ça qui est stimulant. Maxime était ouvrier avant de devenir chef de chantier. Il gagne aujourd'hui 2 650 € par mois. 700 postes par an sont à pourvoir, alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça ? Et ça papote, tout. Voilà, Beau Travail, donc il y a plusieurs spots comme ça. Ça veut dire que c'est des métiers... Tous ces métiers en tension, il faut les valoriser, il faut dire que c'est des métiers où on peut bien gagner sa vie, il n'y a pas de saut-métier, entre guillemets. Il y a évidemment un aspect recrutement, c'est-à-dire dire à tous les gens qui cherchent de l'emploi, tous les jeunes qui hésitent sur les filières, ben, voilà une filière qui recrute, où on gagne bien sa vie, où on s'épanouit et où on peut progresser, parce qu'il dit, ben, j'ai commencé comme ouvrier et je suis monté comme chef de chantier. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un message à tous les Français, c'est pour ça que le MEDEF s'est associé à parrainer ces programmes, c'est de dire le travail, c'est l'épanouissement de l'individu.
par les temps qui courent, on vous parle de pénibilité, on vous parle de harcèlement moral, on vous propose le congé bénévolat pour surtout ne pas travailler. Je crois que ça incarne ce que nous on croit, et d'ailleurs je crois que 95% de nos collaborateurs, 99% de nos collaborateurs pensent la même chose. Je vais le matin à mon travail parce que c'est là où je m'épanouis, je gagne ma vie, je prends des responsabilités, je prends des décisions. Donc il y a un message fort à destination de tous les Français. Et des parents aussi, parce que je suppose qu'il y a des métiers en tension que vous êtes en train de promouvoir. Là aussi, il y a un changement de mentalité. C'est presque une mini-révolution culturelle que vous proposez. C'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que les parents, je ne vais pas m'acharner sur les psychologues de l'éducation nationale, c'est une cible favorite, mais ils jouent un rôle, mais les parents aussi, effectivement, parce qu'il y a cette image que dans les travaux publics, on est mal payé, c'est dur, etc., etc. Mais c'est vrai dans plein d'autres métiers. Et ce qui est formidable, c'est que ça a été réalisé avec, j'allais dire, des vrais salariés dans tous les métiers. Vous avez des métiers de tout secteur et qu'on montre qu'il y a de quoi travailler en France. Alors, quand même, c'est peut-être paradoxal de voir que c'est le MEDEF, une organisation patronale, qui fait la promotion des métiers, qui fait la promotion finalement de la valeur travail. Ça veut dire que si c'est vous qui faites ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne le fait pas? Oui, hein, la nature a horreur du vide. Et effectivement, on ne parle de travail et d'entreprise que pour dénoncer, mettre des lois, mettre des contraintes, etc. Nous, on a envie de parler de l'entreprise positivement, du travail positivement, des métiers positivement. Et puis, égoïstement, on a des entreprises qui ont besoin de recruter et qui ne trouvent pas. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. On peut vous applaudir, vous restez avec nous. Jean-Luc Chauvin, tout le monde, manifestement, est d'accord sur le constat. On l'a vu dans le film sur 1 million d'emplois, sur les témoignages des entreprises. Tout le monde, ou presque, est d'accord sur les solutions. On sait quand même où il faudrait aller. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est de la volonté politique? C'est du courage politique? C'est quoi? Je crois qu'il faut qu'on accepte de changer collectivement de modèle. On vient de le voir, on est en train d'en discuter. Moi, je voudrais dire, sur ce territoire, on a fait quelques expériences et je remercie les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, artisans et autres avec qui on peut travailler en commun dans le collectif en entreprise Ma Ville. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on accepte le changement de modèle, il faut qu'on arrête de bloquer les choses par des jeux de position les uns les autres, si on veut réussir. On voit bien qu'il y a 400 000 emplois à portée de main. On voit bien que si on débloque, on fait péter des verrous, excusez-moi pour le terme qui n'est pas très joli, on a 1 million d'emplois à créer. Donc qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Il faut être clair, quoi. C'est pas l'État qui fait bouillir la marmite des foyers français. Je prends cet exemple parce que je le trouve très beau. C'est le travail des salariés dans les entreprises. C'est ça le PIB, c'est le travail qu'on fait, c'est pas les déclarations des ministres tonitruantes pour venir nous attaquer sur tel sujet ou sur tel autre. Voilà, et tout ça, il faut qu'on arrive à le changer. On l'a vu aussi, les marges de nos PME ne permettent plus d'investir, d'embaucher et d'avancer. On a les marges parmi les plus faibles du monde. On nous dit 4 à 5 points inférieurs aux concurrents européens. On nous dit 8 à 10 points inférieurs face aux pays émergents. Voilà, comment on peut s'en sortir? Comment on peut faire? Alors, pourquoi tout ça? À cause de la complexité, à cause des réglementations, du poids des charges sociales, à cause du joug fiscal, de l'empilement des normes françaises, du ci, du là. Bref, c'est toujours à cause. Et on nous en rajoute, et on nous en rajoute. On nous parle de pénibilité, et on nous parle et la loi Hamon, quand on veut céder l'entreprise, et machin, et chacun, on n'en peut plus. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, moi je le répète, il y a une seule solution pour y arriver. Il faut qu'on change de modèle, et de changer de modèle ensemble. Il faut qu'on accepte de remettre en cause ce modèle qui nous mène droit dans le mur. Il faut qu'on accepte d'aller plus loin. Voilà, s'il y a un message à passer, mais à nous tous, aux politiques, aux syndicats de salariés, aux collaborateurs de l'entreprise, aux entrepreneurs, aux universitaires, à l'éducation nationale, les entreprises ne sont pas l'ennemi de la France. Elles en sont la force. Les entreprises, ce n'est pas la vache à lait de la France. C'est juste la nourrice de la France. Et le dernier, les entreprises, ce n'est pas les adversaires des Français, ce sont les alliés objectifs de la relance de l'emploi. Voilà, si on arrive à faire comprendre ça, on peut y arriver. Alors,
Manifestement, on comprend qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir, Jean-Luc et Geoffroy, des organisations patronales de combat. On va entendre dans quelques instants Pierre Gattaz, mais avant, c'est-à-dire que vous avez bien le sentiment qu'aujourd'hui, vous êtes aux premières lignes pratiquement de la société pour faire bouger les lignes, pour faire avancer les choses. Il y a une vraie mission, quand on vous entend, d'intérêt général, parce qu'on dit souvent, les patrons, ils défendent leur business, ils défendent leur capital, etc. Là, vous ne nous avez pas parlé de business, vous n'avez pas parlé de capital, vous avez parlé d'emploi, vous avez parlé manifestement d'intérêt général.